Vers novembre 2025, un mystérieux visiteur venu d'au-delà de notre système solaire s'approche de la Terre. Les scientifiques l'appellent 3I/A-TLAS, une comète selon eux. Mais toutes les observations défient toute explication. Cet objet se déplace plus vite que tout ce que l'humanité a jamais observé. Sa trajectoire est hyperbolique, provenant de bien au-delà du Soleil. Les civilisations anciennes ont peut-être enregistré des événements similaires, nous mettant en garde contre des visiteurs venus du ciel dont l'arrivée bouleverse la vie sur Terre. La NASA reste silencieuse, observant en secret. L'arrivée est imminente et les implications sont stupéfiantes. Bien que des comètes passent près de la Terre chaque année, celle-ci a quelque chose d'inhabituel. Le 2 juillet 2025, les astronomes ont confirmé la découverte de la comète 3I/A-TLAS, marquant ainsi la troisième fois seulement dans l'histoire qu'un objet interstellaire a été identifié comme traversant notre système solaire. Cette découverte fait suite à celle historique de 1I/Oumuamua en 2017 et de 2I/Borisov en 2019. Cette confirmation a été discutée lors d'une émission en direct de SETI, animée par le Dr Simon Steele, directeur adjoint du Carl Sagan Center de l'Institut SETI, et a donné lieu à des commentaires d'experts tels que le Dr James Davenport, astronome à l'Université de Washington, le Dr Ariel Grekowski, chercheur postdoctoral à l'Institut SETI et spécialiste des comètes, et le Dr Wael Farah, président de SETI et scientifique du projet Allen Telescope Array. La comète 3I/A-TLAS a été identifiée pour la première fois par l'Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, un réseau mondial de 4 télescopes robotisés situés à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. ATLAS observe systématiquement la quasi-totalité du ciel nocturne toutes les 24 heures, principalement à la recherche d'objets proches de la Terre qui pourraient représenter un risque d'impact. Au départ, 3I/A-TLAS apparaissait comme un point lumineux faible et rapide. Cependant, des observations ultérieures ont révélé que l'objet se déplaçait à une vitesse hyperbolique, ce qui signifie que sa vitesse et sa trajectoire dépassaient l'énergie gravitationnelle du Soleil. Cette caractéristique est propre aux objets interstellaires sur des orbites ouvertes, ce qui les distingue des orbites elliptiques typiques des corps du système solaire. Contrairement à un I/Oumuamua, qui ne présentait aucune caractéristique visible semblable à celle d'une comète, 3I/Atlas a montré une activité cométaire évidente, même à 4 unités astronomiques UA du Soleil. Une UA correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, ce qui rend 3I/A-TLAS plus similaire à 2I/Borisov à cet égard. Selon le Dr Grekowski, cette activité se manifeste sous la forme d'une chevelure, une enveloppe diffuse de gaz et de poussière créée par la sublimation, transition de l'état solide à l'état gazeux, de composés volatiles. Le début précoce de la sublimation indique la présence de glace hautement volatile qui pourrait fournir un enregistrement vierge de l'origine de l'objet en dehors du système solaire. Le Dr Davenport a souligné que 3I/A-TLAS se déplace plus rapidement que les précédents visiteurs interstellaires, à environ 60 mètres par seconde, ce qui suggère qu'il a été éjecté de son système stellaire d'origine avec une énergie cinétique importante, peut-être en raison d'interactions gravitationnelles avec des corps planétaires massifs ou de rencontres stellaires rapprochées. Les scientifiques mènent des efforts de surveillance optique à l'aide du réseau Unistellar, un ensemble décentralisé de petits télescopes intelligents exploités par des citoyens scientifiques du monde entier. Malgré la faible luminosité de l'objet, les télescopes Unistellar, dont l'ouverture n'est que de 3 à 4,5 pouces, ont réussi à le détecter en utilisant des techniques d'empilement d'images pour compenser le mouvement rapide de la comète. Les premières mesures de luminosité révèlent une forte augmentation de la luminosité
ce qui correspond au comportement des nouvelles comètes dynamiques qui s'approchent pour la première fois d'une étoile. Cet éclaircissement rapide reflète la sublimation de composés volatiles qui sont restés inchangés depuis leur formation, offrant une occasion unique d'étudier les matériaux interstellaires primordiaux. Les observations radio ont commencé sans délai à l'Allen Telescope Array, ATA, de l'Institut SETI, sous la direction du Dr Wael Farah. L'équipe de l'ATA a lancé la surveillance dans la nuit du 2 juillet, ciblant à la fois les émissions à bande étroite, un indicateur potentiel de signaux artificiels, technologiques, et les émissions naturelles telles que le rayonnement continu provenant de la poussière et certaines raies spectrales associées à des molécules courantes comme l'hydroxyle OH. En seulement une semaine, l'ATA a accumulé plus de 21 téraoctets de données, soit l'équivalent de milliers d'heures de vidéos haute résolution. Cet ensemble de données fait actuellement l'objet d'une analyse approfondie, les chercheurs passant au crible les données à la recherche de signatures radionaturelles et de technosignatures hypothétiques. Les futures observations réalisées à partir de grandes installations, notamment l'observatoire Vera C. Rubin, permettront de mener des études spectroscopiques détaillées, une technique utilisée pour déchiffrer la composition chimique des objets astronomiques. La spectroscopie permettra aux scientifiques de déterminer si 3I sur ATLAS abrite des composés exotiques que l'on ne trouve généralement pas dans les comètes du système solaire. L'un des aspects particulièrement intéressants de 3I sur Atlas est la possibilité d'observation prolongée. Contrairement à un Ibar Oumuamua qui a été découvert après son périhélie, approche la plus proche du Soleil, et alors qu'il quittait notre système solaire, 3I/ATLAS a été identifié bien avant son passage au périhélie. Cela offre une fenêtre d'observation complète à l'approche. Le docteur Davenport a noté que sa trajectoire galactique s'aligne avec le disque épais de la Voie lactée, une région peuplée d'étoiles plus anciennes. Cela suggère que l'objet a peut-être erré dans l'espace interstellaire pendant des millions, voire des centaines de millions d'années, avant de rencontrer notre système solaire. Mais il faut savoir que les objets interstellaires sont rares. Oumuamua a stupéfié le monde en 2017, sa forme en cigare suscitant des débats dans les milieux scientifiques et médiatiques. Borisov a suivi en 2019 une comète différente de toutes celles observées dans le système solaire. 3I surpasse toutes les deux, plus grande, plus rapide, plus ancienne, avec une signature chimique inhabituelle. Les scientifiques s'efforcent de mesurer sa composition, sa trajectoire et sa vitesse, mais son origine reste un mystère. Les observations révèlent une forte concentration de dioxyde de carbone, inhabituelle pour une comète, avec des émissions de vapeur d'eau loin du Soleil. Les scientifiques mènent des efforts de surveillance optique à l'aide du réseau Unistellar, un ensemble décentralisé de petits télescopes intelligents exploités par des citoyens scientifiques du monde entier. Malgré la faible luminosité de l'objet, les télescopes unistellaires, dont l'ouverture n'est que de 3 à 4,5 pouces, ont réussi à le détecter en utilisant des techniques d'empilement d'images pour compenser le mouvement rapide de la comète. Les premières mesures de luminosité révèlent une forte augmentation de la luminosité, ce qui correspond au comportement des nouvelles comètes dynamiques qui s'approchent pour la première fois d'une étoile. Cet éclaircissement rapide reflète la sublimation de composés volatiles qui sont restés inchangés depuis leur formation, offrant une occasion unique d'étudier les matériaux interstellaires primordiaux. Les observations radio ont commencé sans délai à l'Allen Telescope Array, ATA, de l'Institut SETI, sous la direction du Dr Wael Farah. L'équipe de l'ATA a lancé la surveillance dans la nuit du 2 juillet, ciblant à la fois les émissions à bande étroite, un indicateur potentiel de signaux artificiels, technologiques, et les émissions naturelles
tels que le rayonnement continu provenant de la poussière et certaines raies spectrales associées à des molécules courantes comme l'hydroxyle OH. En seulement une semaine, l'ATA a accumulé plus de 21 téraoctets de données, soit l'équivalent de milliers d'heures de vidéos haute résolution. Cet ensemble de données fait actuellement l'objet d'une analyse approfondie, les chercheurs passant au crible les données à la recherche de signatures radionaturelles et de technosignatures hypothétiques. Les futures observations réalisées à partir de grandes installations, notamment l'observatoire Vera C. Rubin, permettront de mener des études spectroscopiques détaillées, une technique utilisée pour déchiffrer la composition chimique des objets astronomiques. La spectroscopie permettra aux scientifiques de déterminer si 3I sur ATLAS abrite des composés exotiques que l'on ne trouve généralement pas dans les comètes du système solaire. L'un des aspects particulièrement intéressants de 3I sur Atlas est la possibilité d'observation prolongée. Contrairement à un Ibar Oumuamua qui a été découvert après son périhélie, approche la plus proche du Soleil, et alors qu'il quittait notre système solaire, 3I/ATLAS a été identifié bien avant son passage au périhélie. Cela offre une fenêtre d'observation complète à l'approche. Le docteur Davenport a noté que sa trajectoire galactique s'aligne avec le disque épais de la Voie lactée, une région peuplée d'étoiles plus anciennes. Cela suggère que l'objet a peut-être erré dans l'espace interstellaire pendant des millions, voire des centaines de millions d'années, avant de rencontrer notre système solaire. Mais il faut savoir que les objets interstellaires sont rares. Oumuamua a stupéfié le monde en 2017, sa forme en cigare suscitant des débats dans les milieux scientifiques et médiatiques. Borisov a suivi en 2019 une comète différente de toutes celles observées dans le système solaire. 3I surpasse toutes les deux, plus grande, plus rapide, plus ancienne, avec une signature chimique inhabituelle. Les scientifiques s'efforcent de mesurer sa composition, sa trajectoire et sa vitesse, mais son origine reste un mystère. Les observations révèlent une forte concentration de dioxyde de carbone, inhabituelle pour une comète, avec des émissions de vapeur d'eau loin du Soleil. Lorsque la comète est passée pour la dernière fois près de la Terre, les astronomes calculent que c'était en 2213 avant Jésus-Christ. La grandeur de Rome et d'Athènes était encore à des siècles dans le futur. Les Mayas, les Incas et les Aztèques n'existaient pas encore. La charrue commençait tout juste à se généraliser en Europe, où l'agriculture sédentaire était encore une nouveauté et où les villes étaient inconnues. Dans la vallée de l'Illinois, les chasseurs-cueilleurs retournaient sur le même site que leurs ancêtres fréquentaient depuis 7500 avant Jésus-Christ pour exploiter la récolte de noix. En Alaska, les Inuits nomades suivaient les rythmes migratoires des caribous et des bœufs musqués. Ailleurs, cependant, les racines de la civilisation s'enfonçaient dans le sol. Le long de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, les ingénieurs maîtrisaient la construction d'habitations à plusieurs étages et même de systèmes d'égouts, tandis qu'en Égypte, les grandes pyramides avaient déjà résisté à 400 ans de tempêtes de sable. À Troie, d'immenses murs de pierre protégeaient les propriétaires de bijoux raffinés en cornaline, en or et en lapis-lazuli. Mais malgré toutes les différences en matière de sophistication politique, technologique et économique entre les peuples de 2213 avant Jésus-Christ, les anthropologues soupçonnent qu'ils partageaient un trait commun. Un signe de mauvais augure était interprété comme un message que les divinités essayaient de nous transmettre. Et que cherchaient-ils à dire? Les Anunnaki étaient en colère. Dès que les astronomes ont calculé que Hale-Bopp était apparu pour la dernière fois il y a 4210 ans, les archéologues se sont empressés d'examiner les stèles, les hiéroglyphes et les os oraculaires chinois à la recherche d'un signe indiquant que les civilisations anciennes avaient remarqué cette apparition. Résultat, pas la moindre preuve que quelqu'un ait observé la dernière apparition.
Mais les chercheurs attribuent cela à la rareté des archives historiques plutôt qu'à l'inconscience de nos ancêtres. Aujourd'hui, les scientifiques empruntent une voie plus détournée pour déterminer le rôle de la comète dans l'histoire. Héritier d'un siècle de découvertes archéologiques stupéfiantes qui jettent un nouvel éclairage sur les débuts de la civilisation, il réexamine des découvertes longtemps oubliées dans le but d'obtenir de nouvelles réponses à partir de vieilles reliques. Toute civilisation qui maîtrisait l'agriculture, et en 2213 avant Jésus-Christ, cela incluait la Chine, l'Égypte, la Mésopotamie, le nord du Pérou et la vallée de l'Indus, observait le ciel afin de prédire l'arrivée du printemps et des premières gelées, la crue du Nil ou la saison de la mousson. Mais certains peuples anciens considéraient également les mouvements célestes comme la cause directe des changements sur Terre. Si le destin d'une civilisation était écrit dans les étoiles, alors tout souverain digne de son pouvoir se devait de les lire. En Égypte, en Babylonie, dans la vallée de l'Indus et en Chine, les souverains légitimaient leur pouvoir grâce à leurs connaissances astronomiques, affirment les chercheurs. Ce système était pratiquement universel. Ce qui variait, c'était la manière dont une civilisation interprétait une apparition inattendue comme celle de Hale-Bopp, et cela dépendait à la fois des croyances religieuses de la société et de sa structure politique. En Égypte, par exemple, l'apparition de Hale-Bopp a coïncidé avec la 6e dynastie, vers la fin de l'Ancien Empire, lorsque la capitale royale était Memphis, près du Caire. Célèbre pour son art et son architecture monumentale, cette période a vu la construction des grandes pyramides de Gizeh, celle de Khéops a été construite vers 2575 avant Jésus-Christ, ainsi que des nécropoles, lieux de sépulture des rois, de leurs familles, des vizirs et des courtisans favoris, à Gizeh, Saqqara, Meidoum, Dachour et Abouzir. Pépi II, qui régna pendant 94 ans après avoir succédé à son père à l'âge de 6 ans, était roi. Bien que méprisé par les scribes ultérieurs pour s'être davantage soucié des morts que des vivants, et avoir ainsi dépensé d'énormes ressources pour les nécropoles, Pépi ne parvint pas à construire sa pyramide correctement. Son complexe à Saqqara était structurellement instable. Après sa mort, en 2152 avant Jésus-Christ, un tremblement de terre endommagea la grande tombe, rendant nécessaire la construction d'un mur de soutènement. Le pouvoir des dieux. Les Égyptiens vénéraient le soleil, la lune et les étoiles, dans cet ordre, et croyaient que les myriades d'étoiles sans nom qui traversaient la voûte céleste étaient les âmes des morts, qui résidaient éternellement parmi les divinités. Compte tenu de cette cosmologie, ils considéraient probablement les comètes et les météores comme des manifestations du pouvoir des dieux. Dans des écrits sur les murs des pyramides, datés d'environ 2600 avant Jésus-Christ, le roi défunt est décrit comme traversant le ciel nocturne comme le dieu Sewenju. Cela pourrait faire référence à une comète, bien qu'une météorite soit également possible. Dans les deux cas, les Égyptiens remarquaient lorsqu'il y avait quelque chose de nouveau sous, à côté ou au-dessus du soleil. Cependant, ils ne considéraient probablement pas ces visites célestes comme des présages de malheur, mais plutôt avec curiosité, se demandant ce que les dieux avaient en tête, sans nécessairement s'inquiéter de la fin prochaine. La raison, en Égypte, le roi était un être suprême à part entière. Si les divinités célestes capricieuses se mettaient en colère, on comptait sur le puissant pharaon pour intervenir. La croyance selon laquelle le souverain détenait le pouvoir de vie et de mort sur son peuple se manifestait dans la vaste bureaucratie héréditaire égyptienne. Cette classe professionnelle des écoles professionnelles formait les élus pour l'armée, le trésor et le palais lui-même, percevait les impôts, gérait les récoltes, entretenait le système d'irrigation et surtout organisait d'immenses projets de travaux publics tels que la construction des pyramides et des canaux d'irrigation. Les villageois travaillaient leurs champs 9 mois par an, payant leurs impôts sous forme de récolte.
Mais pendant les 3 mois où les crues du Nil empêchaient les agriculteurs de cultiver, ils étaient réquisitionnés pour former des brigades de travail. Des milliers d'entre eux extrayaient du calcaire à Tura, au sud-est du Caire actuel, le transportaient à Gizeh et taillaient les pierres sur place. D'autres extrayaient du granit des affleurements d'Assouan pour le revêtement de certaines pyramides de Gizeh. La roche était transportée sur des traîneaux jusqu'au Nil et acheminée en amont sur des barges. Sur le chantier, les ouvriers utilisaient des rampes et des remblais pour soulever les énormes blocs et des leviers pour les mettre en place. Tout cela exigeait une organisation rigoureuse, un contrôle des stocks et un talent certain pour gérer le personnel, car tout ce que les ouvriers recevaient en échange de leur travail, c'était les récoltes qu'ils avaient payées au gouvernement sous forme d'impôts. Parfois, cela ne suffisait pas. Des inscriptions sur les murs égyptiens rapportent que certains ouvriers se sont mis en grève et que d'autres ne se sont parfois pas présentés au canal d'irrigation désigné. À l'époque du règne de Pépi, l'Égypte avait établi des routes commerciales le long du Nil pour obtenir des peaux de panthère, de l'encens, de l'ivoire et d'autres produits de luxe provenant des royaumes africains. Les ouvriers employés par l'État extrayaient la turquoise des mines du Sinaï et fondaient le cuivre en Nubie. Les bijoux brillants et les métaux irisés convenaient parfaitement pour orner les corps des membres de la famille royale et de leurs vizirs. Mais ce dont une terre maudite, presque dépourvue d'arbres dignes de ce nom, avait vraiment besoin, c'était d'une source fiable de bois. Il y en avait une à proximité, les cèdres du Liban. Les souverains de l'Ancien Empire établirent des relations commerciales avec Byblos, un port de la côte libanaise, et le bois parfumé était expédié en Égypte. Dans une société aussi rigide et hiérarchisée, un visiteur inattendu comme une comète aurait été considéré comme une manifestation des dieux. La puissance de la bureaucratie n'aurait fait que croître. Les Égyptiens ordinaires auraient été encore plus convaincus du pouvoir des divinités, explique Allen, du Metropolitan Museum, et donc de leur incarnation terrestre, le pharaon. Ailleurs dans le monde antique, le pouvoir de l'État et la divinité des souverains étaient beaucoup plus fragiles. Les Chinois avaient le plus de raisons de s'inquiéter. L'année de la comète a précédé de peu la fondation de la dynastie Xia en 2205 avant Jésus-Christ. À cette époque, la Chine se trouvait à la charnière entre la fin du néolithique, l'âge de pierre, et le début de l'âge du bronze. C'était une période troublée. Les chefs de guerre des petits États se battaient sans cesse. Des fouilles ont mis au jour des puits datant de cette période remplis de corps, apparemment tués lors de conflits. La Chine avait déjà une longue tradition d'observation du ciel. Le cycle calendaire de 60 ans, basé sur les observations célestes, remonte à environ 2600 avant Jésus-Christ. Le passage de Al-Bop aurait très certainement été remarqué, indiquent les chercheurs. Les preuves archéologiques des connaissances astronomiques à la fin du néolithique sont rares, mais les événements astronomiques préoccupaient certainement les dirigeants de l'âge du bronze. Les événements tels que les éclipses étaient souvent considérés comme des signes annonciateurs de catastrophes, et les comètes auraient probablement suscité la même réaction. Cela était d'autant plus vrai que les Chinois considéraient les changements célestes, tels que les phases de la Lune, non seulement comme des indicateurs, mais aussi comme la cause réelle des changements terrestres, tels que les saisons et les tempêtes, explique David Pancunier, spécialiste de la Chine à l'université de Lehigh. C'est pourquoi les astronomes chinois ont travaillé d'arrache-pied pour rendre même les événements rares, tels que les éclipses, aussi prévisibles que les levées de soleil. Ils voulaient désespérément savoir ce que l'avenir réservait à la Terre. Mais contrairement aux éclipses, les comètes n'ont jamais été apprivoisées et étaient donc considérées comme impressionnantes, voire effrayantes, en particulier pour un souverain. On croyait en effet que celui-ci tirait son mandat du ciel lui-même. Les événements célestes inattendus étaient interprétés comme des avertissements venus d'en haut,
indiquant que le souverain avait perdu le contact avec le ciel et que sa légitimité politique était donc en danger. Les Akkadiens de Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, n'avaient donc pas besoin de se tordre le cou pour chercher des présages. Ils trouvaient des indices sur l'avenir dans les marques sur les foies des moutons abattus, explique l'assyriologue Benjamin Foster de l'université de Yale. Les Akkadiens pratiquaient également une forme primitive de séparation entre l'Église et l'État. Loin de considérer leur souverain comme une divinité à l'instar de la déesse mère Ishtar, ils considéraient toute affirmation de ce type comme un blasphème punissable par la colère des vrais dieux. Lorsque le roi Naram Swen revendiqua sa divinité, les prêtres se vengèrent en l'inscrivant dans la légende comme le roi dont les forces furent sévèrement battues par des tribus montagnardes déchaînées. À l'époque de Hale-Bopp, les villageois mésopotamiens affluaient vers des villes nouvellement créées comme Akkad, dans le cadre de la première révolution urbaine au monde. L'essor des villes a coïncidé avec la maîtrise de la métallurgie. La demande d'ornements en bronze riche et d'armes durables a favorisé l'émergence d'artisans spécialisés à plein temps, ainsi que de marchands chargés de transporter l'étain et le cuivre nécessaires depuis les mines vers les villes. Ils constituaient la première classe moyenne. Ils ont fait d'Akkad un comptoir commercial international et ont orienté les politiques gouvernementales vers la recherche du profit. Un Sumérien en visite a décrit la ville comme regorgeant de singes, d'énormes éléphants, de buffles d'eau, de bêtes venues de régions lointaines se bousculant dans les larges avenues, de nobles chiens, de lions, de bouquetins et de moutons à longue laine. Son port où les navires mouillaient était étonnant et stupéfiant. Les dirigeants d'Akkad, Shark al-Ishari, à l'époque de Hale-Bopp, étaient aussi obsédés par le libre-échange que n'importe quel buchananite. Ils envoyaient des agents pour surveiller les routes caravanières et empêcher les vols littéraux sur les routes. Ils empêchaient également les potentats locaux d'ériger cette barrière rudimentaire au libre-échange connue sous le nom de péage routier. Dans la vallée de l'Indus, au Pakistan préhistorique, les Harapéens étaient eux aussi en pleine révolution urbaine. Leur plus grande ville était Mohenjo-Daro, construite sur des monticules artificiels au-dessus de la ligne des crues. Contrairement aux centres urbains d'Égypte et de Mésopotamie, il s'agissait d'une ville planifiée. Les avenues principales, 9 mètres de large, allaient du nord au sud et les voies est-ouest, 4,5 mètres de large, les croisaient à angle droit. À ces intersections se trouvaient de petites structures d'une seule pièce, laissant supposer la présence de gardiens de nuit. La ville comptait des bazars, ainsi que des quartiers d'artistes ou des fabricants de perles, des tisserands de coton, des chaudronniers et d'autres artisans vendaient leurs marchandises. Les potiers fabriquaient des poteries en grès rouge, peintes de motifs floraux ou géométriques noirs. Un grand grenier stockait le maïs, preuve qu'un gouvernement puissant était en mesure d'exiger des excédents agricoles pour les redistribuer aux citadins et payer les employés municipaux. À part cela, les archéologues savent peu de choses sur les dirigeants de Harappa, si ce n'est qu'ils n'étaient pas des potentats déifiés comme en Égypte ou des rois héréditaires comme à Akkad. Il s'agissait plus probablement de puissants prêtres. Dans une telle société, même dotée d'une technologie sophistiquée comme celle de Mohenjo-Daro, la comète aurait été considérée comme un avertissement, un signe du mécontentement des cieux. Les caravanes se sont-elles arrêtées, leurs conducteurs trop effrayés pour continuer, jusqu'à ce que le ciel redevienne normal? Les archéologues n'ont commencé à fouiller la ville que dans les années 1950, et les croyances religieuses des habitants restent un mystère. Tout ce que les chercheurs savent à ce jour, c'est que, comme aucun grand temple n'a été découvert, les gens adoraient probablement leur dieu sur des autels familiaux privés. Certains indices suggèrent qu'un proto-hindouisme était en train de s'imposer, avec un dieu masculin similaire à Shiva comme objet de culte. À l'époque de la comète, Mohenjo-Daro était à seulement 200 ans de son apogée, où elle comptait 40 000 habitants.
Ni palais somptueux, ni sanctuaire luxueux n'embellissaient cette ville utilitaire. Les maisons privées, souvent dotées d'escaliers et d'un rez-de-chaussée épais pour soutenir un étage, étaient disposées autour de cours intérieures. Mohenjo-Daro, bien sûr, n'existe plus, et la Mésopotamie n'est plus une civilisation dominante depuis des siècles. L'empire de la vallée de l'Indus a commencé son déclin vers 1700 avant Jésus-Christ. L'Égypte, peu après Eel-Bop, est tombée dans le chaos qui ne prendra fin qu'avec l'établissement du nouvel empire en 2046 avant Jésus-Christ. À Akkad, la mort de Shark-Ali-Shari aux mains de ses courtisans a marqué le début d'une période de lutte intestine entre 4 prétendants au trône. La Chine s'est élevée, et Troie, une étape sur les routes caravanières traversant la Méditerranée, est tombée, consumée par un incendie dévastateur. Une comète périodique comme Eel-Bop est une horloge à pendule géante dans le ciel. Chaque oscillation ne dure pas quelques secondes, mais correspond à la montée et à la chute de nombreuses civilisations humaines. Cela nous fait prendre conscience de notre brièveté et de notre petitesse face au cosmos. Ainsi, alors que notre civilisation connaissait des changements rapides, la comète Eel-Bop ou autre chose était toujours là, dans le ciel, et observait tout cela. Mais bien que certains scientifiques tentent de nier toute trace extraterrestre, l'art ancien représente des êtres voyageant dans les cieux et exerçant un pouvoir sur la vie terrestre. Ces mythes, longtemps considérés comme des légendes, ont peut-être enregistré les premières rencontres avec des visiteurs interstellaires. Les schémas correspondent aux événements cosmiques observés aujourd'hui, suggérant le retour de ces mystérieux visiteurs. 3i sur ATLAS pourrait être l'accomplissement de ces anciennes mises en garde, revenant après des milliards d'années. Faisons un bond en avant jusqu'à nos jours pour voir ce que ces objets célestes ont été tout au long de l'histoire humaine. 42. Au cours des 43 années qui se sont écoulées depuis que le Centre national de signalement des ovnis a commencé à recenser les observations, 104 947 ont été signalés, y compris des événements historiques remontant au début du XXe siècle. La majorité des observations ont lieu aux États-Unis, mais le Canada, l'Australie et les pays nordiques ont également enregistré un nombre important d'observations d'objets volants non identifiés. Pourtant, le phénomène des objets volants non identifiés remonte à bien avant les rapports sur les soucoupes volantes des années 1950. En fait, la plus ancienne observation enregistrée d'un objet volant non identifié remonte à 1440 avant Jésus-Christ. L'incident a été documenté par le scribe royal d'un pharaon égyptien. Avant l'ère moderne, les ovnis ont également été signalés par les Grecs, les Romains, les Indiens, les Chinois, les Japonais, les Mexicains et bien d'autres peuples anciens. Ces observations ne peuvent être expliquées aussi facilement que par des avions ou des feux d'artifice. Malgré toutes les preuves d'objets volants non identifiés dans les hiéroglyphes égyptiens, qui sont facilement réfutables, ce sont les Romains qui ont réellement accumulé un certain nombre d'observations rapportées. Ces observations ont été faites par des historiens réputés, tels que Pline l'Ancien, Tite-Live et Plutarque. Elles sont largement considérées comme exactes, dans la mesure où les témoins les ont comprises, en raison des procédures rigoureuses exigées par les autorités romaines, avant que tout événement puisse être consigné dans les annales officielles. Cela dit, ces incidents pourraient concerner des météorites ou des comètes qui, aux yeux des anciens, auraient semblé surnaturels. Dans la Bible, le prophète Ézéchiel mentionne un char divin. Il brillait comme du métal chauffé au feu, et Ézéchiel pouvait y voir 4 êtres vivants. Ils ressemblaient à des humains, mais avaient 4 visages et 4 ailes. Les Vimana, les chars volants des dieux, apparaissent également dans les épopées indiennes anciennes, notamment le Mahabharata et le Ramayana. Dans les mythes hindous, les dieux étaient représentés comme voyageant à bord de ces chars aux 4 coins de l'univers.
Décrivant les présages de l'hiver 218 avant Jésus-Christ, l'historien romain Tite Live a déclaré qu'un spectacle de navires brillait dans le ciel. La deuxième guerre punique avait commencé et le général ennemi Hannibal était sur le point de remporter une série de victoires. Peut-être que ces navires dans le ciel étaient d'étranges formations nuageuses, mais le choix des mots de Tite Live suggère quelque chose de brillant ou scintillant, des qualités encore aujourd'hui associées aux pannes. Tite Live rapporte une autre apparition de navires dans le ciel en 173 avant Jésus-Christ, lorsqu'une grande flotte serait apparue. Au printemps 217 avant Jésus-Christ, alors qu'Hannibal menaçait toujours Rome, Tite Live dit que des boucliers ronds ont été vus dans le ciel au-dessus de l'Italie centrale. Tite Live ne dit pas si ces objets brillaient comme les navires vus l'année précédente, mais les boucliers rappellent l'apparence des soucoupes volantes, le type d'UAP qui s'est imposé au plus fort de la guerre froide. Les forces de Lucullus s'apprêtaient à combattre le roi Mithridate VI du Pont lorsqu'un objet étrange est apparu entre les deux armées, selon Plutarque. Soudain, le ciel s'est déchiré et un énorme corps, semblable à une flamme, est tombé entre les deux armées. Sa forme ressemblait à celle d'une jarre à vin, Pythos, et sa couleur à celle de l'argent fondu. Les deux camps furent stupéfaits par ce spectacle et se séparèrent. Le fait que l'objet ait été décrit comme un pythos, un récipient de forme spécifique, suggère qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'une simple lumière clignotante. Certains ont interprété cela comme un météore, mais l'accent mis par Plutarque sur sa nature métallique brillante ne correspond pas à cette possibilité. Quelle que soit la nature de cet objet, les deux armées y virent un mauvais présage et se retirèrent. L'historien judéo-romain Flavius Joseph, qui a écrit sur la guerre entre les forces romaines et juives, relate une bataille aérienne entre des pans en 65 après Jésus-Christ. Avant le coucher du soleil, des chars ont été aperçus dans le ciel, accompagnés de bataillons armés fonçant à travers les nuages. Joseph affirme que de nombreux témoins oculaires ont vu cela et ont cru que cela annonçait la victoire romaine qui a suivi. Saint Paul fait référence au bouclier de la foi de Dieu dans sa lettre aux Éphésiens, tandis que les navires voyageant dans le ciel étaient un thème récurrent dans l'Irlande médiévale, symbolisant la sécurité que le navire de l'Église offrait aux croyants. Les rapports faisant état de phénomènes inhabituels se multipliaient à chaque changement de millénaire, lorsque les chrétiens craignaient ou espéraient le jugement dernier prédit dans le livre de l'Apocalypse de la Bible. L'ufologie millénariste est un développement fascinant des récentes prédictions chrétiennes sur la fin du monde, où le Messie se présente comme un voyageur spatial qui revient pour nous sauver des extraterrestres sataniques. Chaque année, des millions d'adultes rapportent avoir vécu des expériences avec des pannes. Lorsqu'ils sont interrogés sur leurs expériences, certains admettent être croyants, d'autres affirment ne pas l'être. Aujourd'hui, nous ne disposons que des descriptions fournies par les historiens anciens. Il s'agit sans aucun doute de récits authentiques de choses dont les gens ont été témoins. Mais ce qu'ils ont vu exactement ne sera peut-être jamais connu avec certitude. Il n'y a aucun moyen de déterminer si les événements rapportés étaient naturels ou surnaturels. Et bien que l'alignement de l'histoire, des prophéties et des anomalies cosmiques ne puissent être ignorés, les chercheurs du monde entier continuent de l'étudier. La comète de novembre 2025 n'est pas une simple roche, mais une présence étroitement liée au mythe et au destin de la civilisation. La recherche d'une intelligence extraterrestre est une entreprise fascinante et importante, mais elle soulève des questions importantes en matière de sécurité. Dans leur quête d'une intelligence extraterrestre, les scientifiques utilisent leurs connaissances en physique pour identifier les méthodes de communication et les signaux potentiels qui pourraient être utilisés par des civilisations extraterrestres.
L'un des scientifiques les plus remarquables à avoir souligné ces préoccupations était le regretté physicien Stephen Hawking, qui a averti que tenter activement de communiquer avec des civilisations extraterrestres pourrait nuire à l'humanité. S'il est vrai que nous ne pouvons pas prédire les intentions d'éventuelles civilisations extraterrestres, certains scientifiques affirment que les avantages potentiels de la recherche de contact l'emportent sur les risques potentiels. La décision d'établir le contact avec des civilisations extraterrestres est une question complexe qui nécessite de trouver un équilibre entre la curiosité scientifique et les préoccupations pour notre propre sécurité. Mais 3I/ATLAS n'est pas invité par les humains. Il s'approche littéralement de nous en moins de 2 mois. Et afin d'avoir une vue d'ensemble, découvrons pourquoi Hawking était si sceptique quant à l'interaction spatiale. Hawking a exprimé de graves inquiétudes quant aux tentatives des humains d'entrer en contact avec des civilisations extraterrestres technologiquement avancées en diffusant des signaux dans l'immensité de l'espace. Hawking soutenait la recherche de vie extraterrestre par l'écoute, mais mettait en garde contre les tentatives actives d'entrer en contact, invoquant les conséquences désastreuses potentielles si des civilisations extraterrestres avancées possédaient une technologie et des armes plus sophistiquées que l'humanité. Si des extraterrestres peuvent atteindre la Terre, ils doivent être bien plus avancés et disposer de technologies inimaginables et actuellement inaccessibles. Le regretté Stephen Hawking pensait que tout contact direct avec des civilisations extraterrestres avancées conduirait inévitablement à la colonisation de la Terre par des extraterrestres. Cependant, bien qu'il ait été sans aucun doute un esprit brillant, ses prédictions concernant les conséquences malheureuses d'un contact avec des formes de vie extraterrestres ne sont pas nécessairement vraies. Il est essentiel de se poser des questions importantes telles que les extraterrestres partagent-ils des objectifs similaires aux nôtres? Ont-ils des motivations liées à l'expansion de leurs ressources et de leur territoire? Quelles pourraient être leurs intentions? Nous devons donc aborder la recherche de vie extraterrestre intelligente avec un équilibre entre curiosité scientifique et prudence. Hawking a exprimé à plusieurs reprises de graves inquiétudes quant aux tentatives humaines de contacter des civilisations extraterrestres technologiquement avancées en diffusant des signaux dans l'immensité de l'espace. Bien qu'il soutenait la recherche de vie extraterrestre par l'écoute, il mettait en garde contre les tentatives actives de prise de contact, citant l'histoire de l'humanité comme preuve que les extraterrestres avancés pourraient ne pas être bienveillants. Il estimait que le fait que des civilisations extraterrestres avancées puissent posséder des technologies et des armes plus sophistiquées que l'humanité pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il est possible que l'idée de Stephen Hawking d'éviter tout contact avec des intelligences extraterrestres soit un piège de l'intelligence, comme le souligne Robson. Si l'équation de Drake permet d'estimer l'existence de civilisations technologiquement avancées dans notre galaxie et au-delà, nous devons également tenir compte du caractère unique du parcours de la Terre qui a conduit au développement de l'Homo sapiens. La Voie lactée contient à elle seule au moins 100 milliards de planètes, comme le suggèrent les données de Kepler et d'autres sources. Cependant, certains affirment que la probabilité de reproduire les conditions spécifiques de la Terre est faible. Par exemple, notre planète possède une atmosphère riche en oxygène, rare, produite par la photosynthèse oxygénante, en plus d'un thermostat global régulé par la tectonique des plaques et le cycle carbonate-silicate. De plus, notre système Terre-Lune est atypique, notre Lune relativement grande stabilisant l'inclinaison de l'axe de la Terre et réduisant la probabilité de fluctuations climatiques importantes qui pourraient rendre difficile le maintien à long terme de colonies aux latitudes moyennes si la glaciation était une menace constante. À bien des égards, le système Terre-Lune peut être considéré comme un système planétaire binaire. Le champ géomagnétique de notre planète agit comme un bouclier protecteur contre les rayons cosmiques primaires, tandis que l'atmosphère génère des rayons cosmiques secondaires par des événements de spallation lorsque les rayons cosmiques primaires
entrent en collision avec des noyaux atmosphériques. Dans l'espace lointain, les rayons cosmiques primaires peuvent convertir des matières inorganiques en matières organiques, telles que les acides aminés, qui sont les éléments constitutifs de base de la biochimie. Mais les scientifiques affirment que la vie pourrait exister sur de nombreuses planètes de la Voie lactée, et malgré la faible probabilité, il reste possible que des extraterrestres intelligents existent également. C'est pourquoi Hawking pensait qu'envoyer un message révélant l'emplacement de la Terre dans l'espace lointain serait une erreur tactique. Peut-être Hawking pensait-il que, compte tenu de nos systèmes de propulsion actuels, tout extraterrestre capable d'atteindre la Terre posséderait une technologie bien plus avancée que la nôtre. La NASA a identifié l'exoplanète Kepler 452b et son étoile comme étant les plus proches analogues de notre Terre et de notre Soleil. Kepler 452b est une super-Terre, dont le diamètre est environ 1,6 fois supérieur à celui de la Terre, située à environ 1400 années-lumière du système solaire, dans la constellation du Cygne. Il est important de noter que cette exoplanète orbite dans la zone habitable, la région autour d'une étoile où de l'eau liquide peut exister à la surface d'une planète autour d'une étoile de type G2 similaire à notre Soleil. Une autre exoplanète semblable à la Terre, Kepler 186f, a été découverte au début de la mission Kepler, mais elle orbite autour d'une étoile naine rouge de type M. Depuis ces premières découvertes, la liste des planètes potentiellement semblables à la Terre, avec un diamètre inférieur à 2,5 fois celui de la Terre et une masse inférieure à 10 fois celle de la Terre, dans leurs zones habitables circumstellaires respectives, s'est allongée pour atteindre près de 60. En conséquence, les chances d'existence d'une vie intelligente, technologiquement avancée et civilisée dans notre galaxie, pourraient être plus élevées qu'on ne le pensait auparavant. Alors que certains scientifiques affirment que les avantages potentiels de la recherche de contact l'emportent sur les risques, d'autres mettent en garde contre le fait que tenter activement de communiquer avec des civilisations extraterrestres pourrait nuire à l'humanité. Ce n'est que le début. À l'approche de 3I/ATLAS, nous révélerons tous les détails choquants, toutes les anomalies et tous les avertissements cachés au public. La vérité arrive, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Restez à l'écoute, car novembre 2025 pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers.